La thérapie cognitive de la dépression, par Aaron T. Beck. Introduction. Une nouvelle vision de la dépression. La dépression n'est pas simplement une maladie de l'humeur, c'est un trouble de la pensée. Voilà le postulat fondamental de la thérapie cognitive. Lorsque j'ai commencé mes recherches dans les années 1950, je croyais, comme beaucoup de mes contemporains, aux théories psychanalytiques de la dépression. Je pensais que les patients dépressifs souffraient d'une hostilité rétréfléchie, d'un besoin de souffrir. Mais les données empiriques m'ont conduit ailleurs. Mes expériences ont montré que les dépressifs ne cherchaient pas la souffrance, au contraire, ils évitaient activement le rejet et cherchaient l'acceptation. Cette contradiction entre la théorie et l'observation m'a obligé à reconsidérer entièrement ma compréhension de la dépression. Peu à peu, j'ai réalisé que les dépressifs interprètent systématiquement leur expérience de manière négative. Ils se perçoivent comme inadéquats, le monde comme hostile et l'avenir comme désespéré. Ces distorsions cognitives ne sont pas le reflet de la réalité, mais plutôt le produit d'une vision biaisée de celle-ci. La thérapie cognitive est née de cette idée. Si nous pouvons aider les patients à identifier et corriger ces pensées erronées, nous pouvons soulager leur souffrance. Le modèle cognitif de la dépression peut être compris à travers trois concepts clés. La triade cognitive, les schémas et les erreurs de traitement de l'information. La triade cognitive est au cœur de la dépression. Elle se compose de trois éléments. Une vision négative de soi. Le patient se voit comme défectueux, indigne ou incapable. Une interprétation négative de l'expérience. Il perçoit le monde comme exigeant et hostile. Une vision négative du futur, il s'attend à l'échec, à la souffrance et à l'échec perpétuel. Ces croyances sont soutenues par des schémas, des structures cognitives profondes qui filtrent et interprètent l'information. Par exemple, une personne peut avoir le schéma « si je ne réussis pas parfaitement, je suis un échec ». Ce schéma, activé par des situations stressantes, conduit à des interprétations biaisées. Enfin, les erreurs de traitement de l'information renforcent ces croyances. Les dépressifs tendent à faire des inférences arbitraires, tirer des conclusions sans preuve, abstraire sélectivement, se concentrer sur un détail négatif en ignorant le contexte, généraliser excessivement, tirer une règle générale à partir d'un incident isolé, amplifier ou minimiser, exagérer l'importance des événements négatifs, minimiser les positifs, personnaliser, tout rapporter à soi-même, penser de manière dichotomique, tout voir en noir ou en blanc. Ces erreurs maintiennent le patient dans un cycle de pensée négative qui alimente la dépression. Pourquoi une psychothérapie cognitive? Les antidépresseurs sont utiles, mais insuffisants. Environ 35 à 40% des patients ne répondent pas aux médicaments et beaucoup refusent de les prendre en raison d'effets secondaires ou de principes personnels. De plus, la médication seule n'apprend pas aux patients à gérer ses pensées dépressives. Elle peut même renforcer l'idée que la dépression est purement biologique, ce qui peut diminuer la motivation du patient à développer ses propres stratégies d'adaptation. La thérapie cognitive, en revanche, vise à donner aux patients des outils durables. En apprenant à identifier et challenger ses pensées automatiques négatives, le patient devient moins vulnérable aux rechutes. Il apprend à se voir non comme une victime passive de sa chimie cérébrale, mais comme un acteur capable d'influencer son propre état mental. Les principes de la thérapie cognitive. La thérapie cognitive est active, directive, structurée et limitée dans le temps. Elle repose sur une collaboration entre le thérapeute et le patient, ce que nous appelons l'empirisme collaboratif. Le patient est considéré comme un scientifique qui teste ses propres hypothèses sur lui-même et le monde. Le thérapeute aide le patient à 1. Identifier ses pensées automatiques négatives. 2. Évaluer leur validité en cherchant des preuves pour et contre. 3. Substituer des interprétations plus réalistes. 4. Modifier les croyances sous-jacentes qui génèrent ces distorsions. Contrairement à la psychanalyse, nous nous concentrons sur le ici et maintenant. Nous ne cherchons pas à explorer l'inconscient ou les traumatismes de l'enfance, sauf s'ils éclairent les schémas actuels. Contrairement aux thérapies comportementales pures, nous accordons une place centrale aux cognitions, les pensées, images et croyances qui accompagnent les émotions et les comportements.
La relation thérapeutique chaleureuse, empathique et genuine. La relation entre le thérapeute et le patient est cruciale. Le thérapeute doit faire preuve de chaleur, d'empathie précise et d'authenticité. Mais attention, trop de chaleur peut être perçu comme de la pitié ou de l'insincérité. Trop de neutralité peut être interprété comme du rejet. Le thérapeute doit trouver un équilibre et toujours vérifier comment le patient perçoit ses interventions. La confiance est essentielle. Beaucoup de patients dépressifs ont une estime de soi si faible qu'ils s'attendent à être rejetés ou jugés. Le thérapeute doit créer un espace où le patient se sente suffisamment en sécurité pour exprimer ses pensées et sentiments les plus honteux. Le feedback est constamment sollicité. À la fin de chaque séance, nous demandons « Comment avez-vous vécu cette séance ? Avez-vous eu des pensées négatives à mon égard ?» Cela permet de rectifier les malentendus et de renforcer l'alliance thérapeutique. Structure d'une séance de thérapie cognitive. Chaque séance est structurée pour maximiser l'efficacité. 1. Établir un ordre du jour. Patient et thérapeute décident ensemble des sujets à aborder. 2. Revue des devoirs. Les exercices entre les séances sont cruciaux pour généraliser les apprentissages. 3. Travail sur les cognitions, identification, évaluation et restructuration des pensées dysfonctionnelles. 4. Résumé et feedback. Le thérapeute résume les points clés et demande au patient de reformuler pour s'assurer de la compréhension. Les devoirs sont un pilier de la thérapie. Ils permettent au patient de devenir son propre thérapeute. Par exemple, tenir un journal des pensées automatiques aide à prendre conscience des schémas négatifs. Un agenda d'activité permet de lutter contre l'inertie et de recadrer les expériences en termes de maîtrise ou de plaisir, pleasure. Technique comportementale. Agir pour changer sa pensée. Dans les dépressions sévères, il est souvent nécessaire de commencer par des techniques comportementales avant de pouvoir travailler sur les cognitions. Par exemple, l'agenda d'activité. Le patient planifie heure par heure ses activités, même simples, se lever, s'habiller, faire une promenade. Cela brise le cycle de l'inertie et fournit des preuves concrètes de capacité d'action. L'assignation de tâches graduées. On divise un objectif complexe en petites étapes réalisables. Par exemple, plutôt que nettoyer toute la maison, on commence par ranger une étagère. Chaque succès, même minime, contredit l'idée « je ne peux rien faire ». La révision cognitive, le patient imagine étape par étape comment il accomplira une tâche. Cela permet d'anticiper les obstacles cognitifs, comme « je vais échouer », et de préparer des réponses alternatives. Ces techniques ne visent pas seulement à changer le comportement, mais à générer des preuves contre les croyances négatives. Par exemple, une patiente qui se croit incapable de cuisiner réussit à préparer un repas simple. Son sentiment de maîtrise, même modeste, affaiblit sa croyance en son ineptie. Technique cognitive. Restructurer la pensée. Une fois le patient engagé dans l'action, nous pouvons travailler directement sur ses cognitions. Par exemple, l'enquête socratique. Poser des questions pour amener le patient à remettre en cause ses propres conclusions. Quelle est la preuve que vous êtes un échec? Y a-t-il d'autres explications? L'examen des preuves. Le patient liste les preuves pour et contre une pensée automatique. Par exemple, « Mon mari ne m'aime plus » peut être confronté à des actes concrets d'affection. La réattribution. Au lieu de se blâmer globalement, le patient apprend à identifier des causes spécifiques et modifiables. Je n'ai pas réussi cette tâche parce que j'étais fatigué, pas parce que je suis nul. L'alternative décentrée. Imaginez comment une autre personne interpréterait la même situation. Cela permet de relativiser. Ces techniques aident le patient à passer d'une pensée primitive, globale, absolutiste, moralisatrice, à une pensée mature, nuancée, relative, factuelle. Gérer les cas complexes. Suicidalité, rechute et résistance. Les patients suicidaires nécessitent une attention particulière. Leur impulsivité est souvent alimentée par un sentiment d'impasse et de désespoir. La thérapie cognitive cible directement ces cognitions. Par exemple, nous demandons « Qu'est-ce qui vous fait croire que rien ne peut s'améliorer ? Avez-vous envisagé d'autres options ?
En testant empiriquement leurs croyances sur l'irréversibilité de leur situation, nous pouvons souvent restaurer un espoir réaliste. Les rechutes sont normales et même utiles. Elles offrent l'occasion de pratiquer les compétences acquises. Nous préparons le patient à ces fluctuations et l'encourageons à les voir non comme des échecs, mais comme des opportunités d'apprentissage. Les résistances sont souvent interprétées à tort comme de la mauvaise volonté. En réalité, elles reflètent des croyances profondes « je ne mérite pas d'aller mieux »,« changer est trop effrayant ». En explorant ces cognitions, nous pouvons les dépasser. Gérer les cas complexes, suicidalité, rechute et résistance. Intégration avec les médicaments et autres approches. La thérapie cognitive n'exclut pas les médicaments. Au contraire, pour les dépressions sévères ou bipolaires, une combinaison peut être optimale. Les médicaments peuvent soulager les symptômes aigus, tandis que la thérapie travaille sur les causes cognitives et prévient les rechutes. De même, impliquer les proches peut être bénéfique. Un conjoint ou un ami peut servir de cothérapeute en aidant le patient à identifier